Les héros de Marcel et Mia, une histoire audio originale Alma Studio. Alma Studio, l'application d'histoire audio pour enfants, sans écran. Alma Studio. Daddy, regarde cette affiche. Tu vois les enfants qui font du toboggan? Ils sont frères et sœurs? Mais pourquoi tu me poses cette question, Marcel? C'est un jeu avec Mia. Il faut trouver le plus de familles possible quand on se promène dans la rue. Ah, désolé Marcel, ça compte pas. D'abord c'est une affiche. Ensuite tu vois bien qu'ils ont des couleurs de peau trop différentes ces petits enfants. Ils peuvent pas être de la même famille. T'es bien sûr de toi, Mia? Moi, je connais une famille où les enfants sont tous d'origines différentes. Tu vois que c'est possible. Oui, c'est possible. Par exemple, quand la maman adopte plusieurs enfants. Et la maman à laquelle je pense s'appelle Joséphine. Joséphine Baker. Elle avait adopté 12 enfants venant de 9 pays différents. Pourquoi autant d'enfants? Déjà 2, il paraît que c'est beaucoup de travail pour les parents. C'est vrai que 2 c'est déjà pas mal. Mais pour comprendre cette maman, il faut connaître son histoire, car elle a vécu des événements bien particuliers, bien mouvementés. Oh, tu nous la racontes, Daddy? D'accord, mais n'oublie pas que j'ai un point, Mia. D'accord. Joséphine, elle est née au tout début du siècle dernier, en 1906 exactement, à Saint-Louis, aux États-Unis. Saint-Louis, mais c'est le nom d'un roi de France. Oui, Mia. Cette ville de Saint-Louis a été fondée par des Français lors de la conquête de l'Ouest, et son nom est un hommage au roi de France, Louis IX. Alors, Joséphine, elle est américaine ou française? Elle est née américaine. On sait peu de choses sur son père. On sait que sa mère Kerry est afro-américaine et sa grand-mère est d'origine amérindienne. C'était une indienne? Oui, les Amérindiens sont les populations qui vivaient aux États-Unis avant l'arrivée des explorateurs européens. Donc, Joséphine est une métisse, comme Barack Obama par exemple. Et pendant son enfance, vivant dans une famille très pauvre, Joséphine va devoir alterner et les travaux de ménage pour aider les siens et aller à l'école. Mais elle est déjà très attirée par la musique et encore plus par la danse. Elle danse beaucoup parce qu'elle aime ça et aussi parce que ça réchauffe. Elle va à un cours de danse à Saint-Louis? Hors de question. Sa famille ne peut lui offrir des cours de danse. Alors imaginative, elle invente d'autres moyens. Tout enfant, elle construit une scène de fortune avec de vieux rideaux dans la cave et elle s'amuse à donner des petites représentations. Super idée. Et en plus, elle n'a pas de professeur. En tous les cas, ça semble lui plaire. On la décrit alors toujours souriante, pleine d'entrain et prête à faire de grosses grimaces pour faire rire son entourage. On peut vraiment apprendre sans professeur? Je dirais oui. En tout cas, des progrès suffisants pour évoluer. Rendez-vous compte, elle n'a pas 14 ans. Et de sa propre initiative, elle réussit à se faire engager dans une troupe de danseurs de passage à Saint-Louis. Comment elle fait toute seule? Avec un aplomb certain, elle se présente devant le directeur de la troupe qui, intrigué, lui accorde un petit rôle dans le spectacle. Mais elle avait répété? Pas vraiment, le temps d'un après-midi seulement. Mais elle parvient à se débrouiller et rencontre chaque soir son petit succès. Ah, le matin, elle doit avoir du mal à se réveiller pour aller à l'école. Disons qu'elle a un peu délaissé l'école pour le théâtre. Sauf que la troupe doit quitter Saint-Louis et poursuivre sa tournée vers d'autres villes. Là, elle est plutôt triste. Eh bien, pas longtemps. Elle ne veut pas se séparer de ce nouveau groupe d'amis qu'elle considère comme une deuxième famille. Et elle prend, seule, une décision majeure. Elle se poste devant le directeur et le convainc de l'emmener. Elle lui assure qu'elle accomplira toutes sortes de tâches pour aider les danseurs. Maquilleuse ou costumière, par exemple. La voilà donc partie pour Philadelphie avec le reste de la troupe. Mais dans l'excitation du départ, elle en oublie de prévenir sa maman. Elle est vraiment gonflée, dis donc. Oui, mais elle était tellement ravie de se retrouver dans ce monde d'artistes qu'elle ne pensa à le faire qu'un peu plus tard. Elle a une énergie débordante. Elle apprend tous les rôles, en espérant pouvoir elle-même un jour monter sur scène. En remplacement pour commencer. Et alors, elle y arrive? Oui, elle a eu de la chance, l'une des danseuses est tombée malade. Elle la remplace à merveille et se trouve de mieux en mieux intégrée dans la troupe. Waouh, elle assure! Au cours de cette tournée, elle est séduite par l'un des spectateurs de Philadelphie. Un monsieur nommé Willie Baker, elle l'épouse et gardera son nom de famille. Alors maintenant qu'elle est mariée, elle va arrêter de danser? Au contraire, Mia,
Joséphine Baker, puisque c'est désormais son nom d'artiste, a l'ambition de poursuivre sa carrière à New York et plus précisément à Broadway, le célèbre quartier des spectacles. Comment elle va faire cette fois? Elle est particulièrement douée et convaincante. À l'âge de 16 ans, elle parvient à se faire engager dans la très célèbre comédie musicale Shuffle Along, dont tous les danseurs sont afro-américains. Puis, elle joue au Plantation Club, un cabaret de New York. C'est là qu'elle est repérée par l'une de ses compatriotes, prénommée Caroline. Cette rencontre va être déterminante. Caroline est précisément chargée de recruter des artistes afro-américains pour monter un spectacle à Paris. À Paris? Pourquoi à Paris? À Paris, dans les années 20, règne une effervescence artistique. Ce sont les années folles. Dans le domaine de la musique, le jazz intrigue. Venu des États-Unis, joué principalement par ces musiciens afro-américains, c'est le style musical de l'époque. Caroline se trouve chargée par un théâtre parisien de constituer une troupe d'artistes américains et de la faire venir à Paris. Joséphine va partir avec Caroline. Exactement, Marcel. Quand au cours de ses recherches, Caroline se rend au Plantation Club, elle est impressionnée par Joséphine, par ses talents de danseuse et sa présence sur scène. Sans attendre, elle lui propose de l'emmener en France. Joséphine hésite un peu, mais tentée par l'aventure, elle finit par accepter. Elle en parle à sa maman cette fois? Probablement. Ainsi, Joséphine n'a pas 20 ans quand elle arrive en France, en compagnie notamment d'un clarinettiste pas encore vraiment connu, un certain Sidney Bechet. Le 22 septembre 1925, elle débarque à Cherbourg et prend le train pour Paris. Imaginez la tête des voyageurs de la gare Saint-Lazare, qui ont vu débouler sur le quai cette bande de joyeux saltimbanques habillés de façon aussi colorée qu'excentrique. Elle était habillée comment, Joséphine? Alors nous n'avons pas de photographie de cette arrivée, mais on dit que Joséphine portait des chaussettes vertes et un chapeau à fleurs. Waouh! Habillée comme ça, elle passe pas inaperçue alors. C'est un peu ce qu'elle cherche. Mais elle va très vite s'habituer à sa nouvelle ville. Et elle s'habillera bientôt chez les plus grands couturiers de Paris. Sans attendre, les répétitions commencent au théâtre des Champs-Élysées. Les organisateurs remarquent très vite le sens du rythme, la grâce, la souplesse de Joséphine sur scène. Ils lui demandent d'ajouter au numéro de Charleston prévu un petit complément de danse exotique, convaincu que le public parisien y sera sensible. Et après moins de 2 semaines de répétition, commencent les représentations de sa revue de music hall. Une revue? Je croyais que c'était un journal. C'est la même origine, Mia. Une revue, dans la presse, c'est une publication régulière, et dans le music hall, c'est un spectacle qui se compose de plusieurs tableaux, comme si l'on feuilletait un journal. Alors tout le monde applaudit? C'est un grand succès. L'ensemble des tableaux, notamment celui de sa danse exotique, est un véritable triomphe. Elle devient une grande star. Et elle ne s'arrête pas là. Elle suit en parallèle des cours de chant. Génial! Elle peut avoir un prof maintenant. Oui, c'est un vrai tourbillon. Elle va ensuite enchaîner les succès en tant que meneuse de revue. À Paris, aux Folies Bergères ou au Casino de Paris, et à l'international, avec le soutien de son compagnon du moment, Pépito. Chouchoutée à Paris, cet attachement est réciproque et elle ne manque pas de déclarer son amour à la capitale de la France. Elle chante, elle danse et elle joue aussi dans des films. Son charme est en effet reconnu par les réalisateurs de cinéma qui la surnomment la Vénus d'ébène. C'est quoi la Vénus d'ébène? L'ébène, c'est un bois foncé. Exactement. Et c'est aussi un bois précieux. Il sert à la fabrication d'instruments de musique, comme la clarinette par exemple. Et elle devient une vraie star, avec ses petits caprices. Ah oui? Lesquels? Notre très chaleureuse Joséphine a par exemple besoin de dispenser de l'amour autour d'elle, mais pas seulement à ses proches. Elle s'entoure d'une véritable équipe d'animaux domestiques. Des chiens, des chats, mais aussi un léopard et un chimpanzé. Ce qui n'est pas sans poser problème lors de ses déplacements. Elle emmène ses animaux avec elle? La chance! Mais ça doit être un petit peu difficile, non? Elle est tellement généreuse qu'on lui pardonne volontiers. Et le temps passe. Après ses tournées internationales, ses tournages, nous sommes en 1940. La Deuxième Guerre mondiale éclate. Joséphine est décidée à agir pour son pays d'accueil. Dans un premier temps, elle va chanter gracieusement auprès des troupes françaises afin de les soutenir et de les encourager. Un peu plus tard, par l'intermédiaire de l'un de ses impresarios, elle rencontre le capitaine Apthey, qui occupe des fonctions importantes dans l'armée. Naturellement,
Elle lui offre ses services. Et elle sait aussi bien parler à un capitaine qu'à des danseurs? Incroyable, mais vrai. Elle est finalement recrutée dans l'armée en tant que honorable correspondante. Sa première mission concerne des renseignements militaires sur les troupes italiennes qui sont à récupérer à l'ambassade d'Italie. Elle va alors user de son charme pour obtenir les informations souhaitées. À l'évidence, ses débuts sont réussis. D'autres missions, encore plus périlleuses, sont au programme. Mais les autorités hésitent à lui confier. Mais pourquoi? Si elle a déjà réussi sa première mission? Parce qu'elle n'est pas militaire. Mais comme toujours, elle fait preuve de beaucoup de persuasion. Écoutez ce qu'elle dit au capitaine pour le convaincre. C'est la France qui a fait de moi ce que je suis. Je lui garderai une reconnaissance éternelle. La France est douce. Il fait bon y vivre pour nous autres gens de couleur, parce qu'il n'existe pas de préjugés racistes. Ne suis-je pas devenue l'enfant chéri des Parisiens? Ils m'ont tout donné, en particulier leur cœur, et je leur ai donné le mien. Je suis prête, capitaine, à leur donner ma vie, et vous pouvez disposer de moi comme vous l'entendez. Ça, c'est une belle déclaration. Le capitaine, de nouveau, va lui faire confiance. Elle s'engage dans la Croix-Rouge comme infirmière. Elle change encore de métier. C'est la guerre, Marcel. On peut dire qu'en ces temps particuliers, elle cumule les emplois. Elle est à la fois infirmière, chanteuse et honorable correspondante. Imaginez-vous que le capitaine Aptet devient, sous le faux nom de Monsieur Hébert, son secrétaire artistique. À ce titre, il l'accompagne dans ses tournées et transporte ses partitions. Et à votre avis, que contiennent ces partitions? Dans les partitions, il y a des notes, je crois. Oui, Marcel, mais pas seulement. Sur les partitions musicales de Joséphine, on trouve des renseignements confidentiels de grande importance, inscrits à l'encre sympathique. C'est quoi ça, une encre sympathique? C'est une encre spéciale, incolore quand on écrit et qui réapparaît sous certaines conditions chimiques. C'est l'encre des espions qui veulent faire passer des messages secrets. Oh là là, mais c'est une espionne! Oui, mais chut. D'autres missions vont se succéder avec la même réussite. Si je comprends bien, honorable correspondante, c'est son nom pour agent secret en fait. Exact, Mia. Mais voilà que basée au Maroc, après une mission au Portugal, Joséphine tombe malade. Alors elle arrête son travail de correspondante. Mais pas du tout, parce que selon elle, ce n'est pas une raison pour abandonner son poste. Ainsi, sa chambre d'hôpital à la clinique de Casablanca est le lieu de visite et d'échange entre différents membres du contre-espionnage. Elle dira plus tard « Si les Allemands avaient eu le flair de placer des micros dans ma chambre, ils auraient obtenu sans effort de précieux renseignements. » Heureusement qu'ils l'ont pas su. Mais c'était pas facile de s'en douter. Le camouflage s'avère parfaitement efficace. Aussi, dès que sa santé le lui permet, elle reprend ses spectacles en cumulant ses différents emplois. Elle voyage dans de nombreux pays du pourtour méditerranéen. Maroc, Algérie, Liban, comme un militaire sans confort et avec de vrais risques. Elle est aussi forte en correspondante qu'en danseuse, j'ai l'impression. Tu as tout à fait raison, Mia. D'ailleurs, au printemps 1944, le sous-lieutenant Joséphine Baker, parce que c'est son grade dans l'armée, reçoit un sauf-conduit qui précise que les autorités militaires doivent faciliter ses déplacements. À la fin des combats, rentrée en France, elle continue de donner gracieusement des concerts auprès de la population traumatisée. Elle trouve un complice en la personne de Jo Bouillon, chef d'orchestre, qui va l'accompagner avant de devenir son mari. Comme elle, il est généreux et accepte de donner des représentations sans toucher de cachet. Parce qu'il faut consoler, il faut soutenir. Ainsi, le 28 mars 1945, elle participe à une soirée au théâtre des Champs-Élysées. Le général de Gaulle, qui est présent, vient la saluer dans sa loge à la fin de son spectacle. Waouh, la chance! Honneur bien mérité. Et quel incroyable destin pour cette petite fille si pauvre à la naissance. Devinez, les enfants, qui elle va rencontrer quelques jours plus tard. Quelqu'un plus grand que de Gaulle? Elle est invitée à Londres par Winston Churchill en personne, Premier ministre anglais, qui la remercie nommément pour sa contribution efficace pendant la guerre. Jo Bouillon, admiratif, dira de Joséphine. Cette femme me fait penser à la fois à un torrent, à un incendie et à un rossignol. Joséphine entraîne alors Jo dans le château de Dordogne qu'elle avait découvert avant la guerre. Ce château est en vente. Il représente un rêve pour Joséphine. Elle va encore changer de métier et devenir princesse maintenant? Plutôt maman.
Elle rêve de fonder une grande famille avec plein d'enfants et de les élever dans ce château. Jo tente de modérer son enthousiasme, expliquant qu'il faudra faire beaucoup de tournées, beaucoup de concerts pour disposer de l'argent nécessaire. En vain, elle achète le château et elle commence à le faire restaurer, à le remplir de toutes sortes d'animaux. Les léopards et les chimpanzés d'avant? Pas seulement, des animaux de la ferme aussi, sans oublier un magnifique pan. Cela me fait penser à mes tenues de scène, affirme-t-elle. Le 3 juin 1947, Joséphine épouse Jo Bouillon en Dordogne. Tous les habitants de Castelnau-à-Chapelle sont invités. Le projet de tribu arc-en-ciel va pouvoir se concrétiser. Une tribu de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel? C'est l'idée. Et Joséphine décidera d'adopter des enfants de toutes les origines. Quelle super idée! Alors la voilà repartie en tournée. L'une d'elles se déroule en Amérique latine et le succès est toujours là. Malheureusement, son accueil, particulièrement à Cuba, lui rappelle douloureusement que le racisme est toujours bien présent. Par exemple, en raison de sa couleur de peau, un hôtel lui refuse même l'accès. C'est possible ça, Daddy? C'était un autre temps, mais malheureusement à l'époque, oui, c'était possible. Et c'est un nouveau combat qu'elle va entreprendre. Grâce à sa notoriété, elle parvient lors d'un deuxième séjour aux États-Unis et en Amérique latine à faire entrer des personnes à la peau noire dans les salles, alors qu'auparavant, elles en étaient privées d'accès. En déplacement à Chicago, elle est reçue par des dirigeants de grandes banques et leur demande simplement et fermement d'employer davantage d'Afro-Américains dans leurs équipes. À San Francisco, elle apostrophe même un dirigeant d'une compagnie de transport qui n'embauchait aucun chauffeur afro-américain. Sa force de persuasion est intacte. Et voici en quels termes elle s'exprime. Comment se fait-il que les Noirs soient assez qualifiés pour conduire les camions de l'armée, mais pas vos bus? Quoi? Elle prend alors la parole dans des universités. Elle participe à des réunions pour défendre la cause des populations opprimées et celle des Afro-Américains en particulier. Quel courage! Elle soutient même Martin Luther King. En 1963, il faudra d'ailleurs l'intervention personnelle de Robert Kennedy, frère du président des États-Unis, John Kennedy, pour qu'elle obtienne les papiers lui permettant de participer à la célèbre marche que celui-ci a organisée sur Washington. Face aux 200 000 personnes rassemblées, Joséphine, en tenue de l'armée de l'air, prend la parole. Vous ne pouvez pas échouer, le monde est derrière vous. Et elle ajoute, constatant que la foule multicolore est avec elle, Vous êtes poivre et sel. optimiste pour dire noirs et bleus. Et alors qu'est-ce qu'elle a fait de son château? La restauration du château des Milandes se poursuit, tu as raison. Des salles de bain luxueuses aux couleurs chatoyantes sont installées. En parallèle de ces actions militantes, le projet généreux de rassembler dans ce lieu paradisiaque des enfants de toute origine, de toute couleur de peau, de toute religion, est en train de se réaliser. En 1954, elle se rend dans un orphelinat de Tokyo et adopte un petit japonais de 2 ans. Mais tellement touchée par le regard d'un autre petit orphelin, elle l'adopte aussi. En 1956, la tribu Arc-en-Ciel compte déjà 6 membres. Akio, Jeannot, Jarry, Louis, Jean-Claude et Moïse, âgés de 6 mois à 4 ans. Mais c'était pas 4 enfants? Jo, elle est d'accord? Eh bien, en 1960, Jo Bouillon quitte Joséphine. Il n'est pas parvenu à la raisonner. Elle dépense plus que les revenus des spectacles ne rapportent. L'éducation des enfants représente un gros budget, le château des Milandes ne peut être entretenu correctement. C'est dommage! Elle n'abandonne pas pour autant son projet et continue d'adopter d'autres enfants. Au total, elle se retrouve avec 12 enfants, dont 2 filles et 10 garçons. Waouh! C'est génial, 10 garçons! On peut faire une équipe de foot! Mais il faut beaucoup de chambres, dis donc, même quand on vit dans une grande maison. Exact, Marcel, d'autant qu'une suite de difficultés financières douloureuses s'annonce. En 1969, elle est expulsée des Milandes. Elle vit alors quelque temps à Paris avec ses 12 enfants avant d'être hébergée à Monaco. La princesse Grace, elle aussi américaine d'origine et très admirative de Joséphine, lui met à disposition une villa sur la côte. Ouf! Joséphine ne baisse pas les bras. Âgée de 63 ans, elle reprend avec courage ses concerts dans le monde entier. Elle remporte un triomphe à New York. Et en 1975, elle fête ses 50 ans de carrière à Paris dans un spectacle intitulé Joséphine. Ce sera le dernier. Elle est épuisée. Et tous ces enfants, ils l'aident? Oh oui, ils sont là, avec elle et jusqu'au bout. Et ils se bagarrent pas? Parce que différencier, ça peut faire du gros bazar. Ils s'entendent très bien, encore maintenant, même longtemps après sa disparition.
Ils sont d'ailleurs là pour témoigner, et voilà ce que dit l'un d'entre eux. Ma mère voulait démontrer à sa façon que l'on peut élever des enfants de toute origine et de toute religion dans la fraternité universelle. C'était son idéal. C'est une expérience extraordinaire et réussie puisque nous sommes toujours unis. Le pari de ma mère est gagné. Elle a été précurseur. T'as dit, il y a une rue Joséphine Baker à Paris? Il y a juste une petite place dans le 14e arrondissement de Paris. Pour un tel exemple de volonté et de courage, c'est pas beaucoup. Mais ça peut encore changer. Et peut-être que bientôt, nous trouverons des places, des rues, des avenues Joséphine Baker partout dans le monde. Pour connaître la suite des aventures des héros de Marcel et Mia, téléchargez l'application Alma Studio dans votre store.